Épervier, la machine qui fabrique des courtisans pour mieux les broyer. Introduction. 5 hommes. 5 des plus puissants du Cameroun, chacun à son époque. Aujourd'hui, ils sont soit en prison, soit en exil. Un chirurgien devenu secrétaire général de la présidence. Un technocrate qui gérait les dossiers les plus sensibles de l'État. Un homme longtemps présenté comme le successeur naturel du président. Un ancien Premier ministre. Un ex-patron de la police, surnommé, en son temps, le vice-président. Une question interpelle aujourd'hui de nombreux observateurs. Comment expliquer qu'une même opération anticorruption, lancée pour assainir la gouvernance, ait fini par frapper, presque systématiquement, les hommes les plus proches du sommet de l'État? Coïncidence? Mécanique politique? La question reste posée. Et pour y répondre, il faut remonter 20 ans en arrière. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits établis, datés, vérifiables. En 2006, le Cameroun lance une vaste opération anticorruption baptisée Épervier. Le contexte est clair et documenté. À cette époque, les bailleurs de fonds internationaux, Banque mondiale, Fonds monétaire international, partenaires bilatéraux, conditionnent une partie de leur soutien financier à des progrès tangibles en matière de gouvernance. L'objectif officiel de l'opération, traquer les détournements de fonds publics au sein de l'administration camerounaise. Mais ce n'est pas tout. 20 ans plus tard, une enquête approfondie de Jeune Afrique, publiée sous forme de série intitulée « Les déchus de la République », s'est penchée sur 5 trajectoires d'anciens hommes forts du régime, aujourd'hui emprisonnés ou en exil. Une série reprise notamment sur les ondes de RFI. Et ce que ce travail journalistique met en lumière, ce n'est pas une accumulation de faits divers isolés, mais un motif qui revient, selon les journalistes qui l'ont documenté, avec une régularité frappante. Voici, factuellement, qui sont ces 5 hommes. Titus Edzoa, chirurgien de formation, devenu secrétaire général de la présidence de la République. Selon Jeune Afrique, sa proximité avec Paul Biya se serait construite notamment autour de leur appartenance commune, rapportée par l'enquête, à l'ordre Rose-Croix. Il a passé 17 ans en prison, après avoir annoncé, en 1997, sa candidature à l'élection présidentielle face à Paul Biya. Jean-Marie Atangana Mebara, présenté par Jeune Afrique comme un technocrate brillant, en charge des dossiers les plus sensibles du palais d'Etoudi, se trouve depuis 18 ans à la prison de Kondangui. Marafa Hamidou Yahya, longtemps décrit dans la presse comme le meilleur de sa génération, et évoqué, à une certaine époque, comme successeur potentiel, purge sa peine dans des conditions que plusieurs sources qualifient de strictes. Ephraim Inoni, qui reste à ce jour le seul ancien Premier ministre camerounais à avoir connu la prison, vit aujourd'hui en exil en France, après une longue période de détention. Edgar Alain Mbengo, ancien délégué général à la Sûreté nationale, parfois surnommé en son temps le vice-président, a été condamné à 30 ans de prison en 2023. 5 parcours. 5 hommes que Paul Biya avait lui-même nommés, promus, à qui il avait confié, à des degrés divers, une partie des rouages les plus sensibles de l'État. Voilà le fait central, incontestable, de cette histoire. Ce ne sont pas des inconnus qu'Épervier a rattrapés. Ce sont des hommes que le sommet de l'État avait lui-même élevés. Partie 2. Le conflit et les tensions. Autour de cette opération, les lectures divergent profondément, et il faut les présenter toutes. D'un côté, la lecture officielle, celle défendue depuis 2006 par les autorités camerounaises, Épervier ne serait rien d'autre qu'une opération de justice ordinaire, appliquée sans distinction de rang, prouvant précisément que nul n'est au-dessus des lois au Cameroun, pas même les plus hauts responsables de l'État. De l'autre côté, la lecture portée par une partie de l'opposition, par plusieurs anciens collaborateurs déchus, et aujourd'hui par l'enquête de Jeune Afrique elle-même. Selon cette version, Épervier fonctionnerait moins comme un instrument de justice que comme un mécanisme de neutralisation politique, frappant en priorité ceux qui, à un moment donné, auraient accumulé trop de pouvoir personnel, trop de réseaux ou trop d'ambition présidentielle. Mais ce n'est pas tout. Ce qui frappe dans la série de Jeune Afrique, c'est la nature des fautes attribuées à chacun de ces hommes. Des motifs qui, selon l'enquête, sembleraient avoir moins à voir avec l'enrichissement personnel qu'avec un rapport de loyauté rompu envers le sommet de l'État. Selon Jeune Afrique, Titus Edzoa aurait payé le prix d'avoir voulu exister politiquement en dehors de l'orbite présidentielle, en se présentant contre son ancien mentor. Jean-Marie Atangana Mebara aurait, selon la même enquête, suggéré directement à Paul Biya que le mandat de 2004 devrait être le dernier. Une suggestion que des rivaux au sein du sérail auraient, toujours selon Jeune Afrique, présenté au président comme une trahison. Marafa Hamidou Yahya se serait vu reprocher, selon plusieurs analyses reprises par la presse, d'avoir construit une base de pouvoir jugée trop autonome dans le septentrion camerounais. Ephraim Inoni, lui, est cité dans un câble diplomatique américain dévoilé par Wikileaks et exhumé par Jeune Afrique, où il est décrit en des termes qui suggéreraient qu'il n'aurait pas beaucoup volé,
mais qu'il aurait, selon cette même source, cessé d'être utile au système. Quant à Edgar Zalin Ben-Goo, sa chute serait survenue, d'après les éléments rapportés par Jeune Afrique, après un épisode protocolaire où il se serait présenté vêtu de manière jugée trop proche de celle du chef de l'État lui-même. 5 versions. 5 interprétations. Et un point commun troublant que relève l'enquête. Dans aucun de ces 5 cas, la faute centrale évoquée ne semble porter, en premier lieu, sur l'ampleur des détournements eux-mêmes, mais sur une rupture de posture vis-à-vis du sommet du pouvoir. Faut-il y voir une coïncidence répétée 5 fois? Ou la démonstration d'un mécanisme plus large? Beaucoup s'interrogent. La question, à ce stade, reste ouverte. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. L'opération Épervier. Entre justice, politique et culture de la peur. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, nous devons ralentir. Parce que nous entrons dans une zone où les certitudes sont rares, où les interprétations se croisent et où le journaliste a un devoir. Distinguer les faits des analyses. Les faits existent. Les analyses aussi. Mais les deux ne doivent jamais être confondus. L'enquête publiée par Jeune Afrique propose une lecture particulière de l'opération Épervier. Une lecture qui ne prétend pas remplacer les décisions de justice, mais qui cherche à comprendre la logique politique qui pourrait entourer cette vaste campagne anticorruption. Et c'est précisément cette lecture que nous allons examiner. Sans passion. Sans parti pris. Avec cette pointe d'humour satirique qui, au Cameroun, permet souvent de dire des choses sérieuses avec le sourire. Parce qu'au Cameroun, on dit souvent « Quand le margouillat tombe de l'arbre, il regarde d'abord si quelqu'un l'a vu avant de continuer sa route. » Autrement dit, dans certains environnements, tout le monde observe tout le monde. Et parfois, la peur devient une méthode de gestion. Alors posons une question toute simple. Pourquoi une opération de lutte contre la corruption bénéficie-t-elle généralement d'un soutien presque automatique de l'opinion publique? La réponse est simple. Parce que personne ne descend dans la rue pour défendre la corruption. Personne ne crée une association appelée Collectif des Amis des détournements de fonds publics. Personne. Même celui qui est accusé commence toujours par dire « Je suis innocent ». Jamais. Oui, j'ai volé et j'en suis fier. La corruption est probablement l'un des rares sujets sur lesquels presque tout le monde est d'accord. Il faut la combattre. Et c'est précisément ce qui rend ce type d'opération particulièrement puissant, car elle repose sur une cause difficilement contestable. Si un gouvernement annonce « Nous allons lutter contre la corruption », qui va répondre? Surtout pas. Pratiquement personne. Voilà pourquoi plusieurs analystes estiment qu'une telle politique possède une force symbolique considérable. Elle apparaît moralement légitime, politiquement défendable, diplomatiquement valorisée. Et même à l'international, les partenaires du Cameroun ont, à différentes périodes, encouragé le renforcement des mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption. Dans cette perspective, l'existence d'une campagne anticorruption est souvent perçue comme un signal positif. Mais, et c'est ici que commence le débat, une question se pose. Que se passe-t-il lorsque cette campagne est perçue, par une partie des observateurs, comme visant plus souvent certains profils que d'autres? Attention, nous parlons ici de perceptions évoquées par des analyses publiées. Pas de faits judiciairement établis. C'est une différence essentielle. Car les condamnations prononcées par les juridictions existent. Elles ont une réalité juridique. Il ne nous appartient ni de les annuler, ni de les confirmer. Notre rôle est d'examiner les interrogations soulevées dans le débat public. Et ces interrogations sont les suivantes. Pourquoi certaines procédures semblent-elles éclater à certains moments précis? Pourquoi certains profils attirent-ils davantage l'attention? Existe-t-il une logique politique derrière cette chronologie? Ou ne s'agit-il que d'une succession de coïncidences? À ce jour, aucune réponse officielle ne permet de trancher définitivement. Mais la question continue d'alimenter les discussions. Et au Cameroun, les discussions ne manquent jamais. Il suffit d'entrer dans un taxi. Vous demandez simplement « Le marché est où ?» Le chauffeur répond « Vous savez pourquoi tel ministre est tombé ? Vous n'aviez pourtant rien demandé. » Mais le débat est déjà lancé. Le passager devant devient expert en droit pénal. Celui de derrière connaît un cousin qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, très haut placé. Et avant d'arriver au carrefour, chacun possède déjà sa théorie. C'est aussi cela, le Cameroun. Un pays où les analyses circulent parfois plus vite que les communiqués. Selon l'analyse rapportée par Jeune Afrique, si l'on suit cette logique, l'effet recherché dépasserait la seule répression des infractions. Il produirait également un effet psychologique. Imaginez un immense ministère. Des centaines de directeurs. Des secrétaires généraux.
des conseillers, des inspecteurs. Tous voient régulièrement d'anciens hauts responsables quitter leurs fonctions puis comparaître devant la justice. Que se passe-t-il alors dans les bureaux? Naturellement, chacun commence à réfléchir. Personne ne dit rien, mais tout le monde observe. Et c'est là que la satire camerounaise reprend ses droits. Parce qu'au Cameroun, on dit souvent en plaisantant. Quand le voisin reçoit une convocation, tout le quartier range ses papiers. Même celui qui n'a rien fait commence à vérifier ses dossiers. On classe les factures. On cherche les anciennes signatures. On appelle le comptable. On demande. Le document de 2014, il est où? Pourquoi? Parce que la peur voyage plus vite que les voitures. Et selon certains analystes, c'est précisément cette incertitude qui deviendrait un outil de gouvernance. Encore une fois, nous parlons ici d'une hypothèse d'analyse, pas d'un fait établi. Si cette lecture était exacte, elle produirait un effet particulier. Les responsables administratifs chercheraient avant tout à éviter toute interprétation pouvant être perçue comme une prise de distance. Dans un tel contexte, la qualité la plus recherchée ne serait plus seulement la compétence. Elle pourrait devenir la prudence, puis la discrétion, puis la loyauté démontrée en permanence. Au Cameroun, on entend parfois cette plaisanterie. Le meilleur fonctionnaire n'est pas celui qui parle bien, c'est celui dont personne ne parle. Tout est dit. Parce que lorsqu'un système donne le sentiment que la visibilité peut devenir risquée, beaucoup choisissent naturellement l'invisibilité. On parle moins. On signe moins. On décide moins. On prend moins d'initiatives. On attend. Toujours attendre. Au Cameroun, nous sommes les champions de la réunion pour préparer la prochaine réunion qui fixera la date de la réunion suivante. Ce n'est évidemment qu'une caricature. Mais comme toutes les caricatures, elle fait sourire parce qu'elle s'inspire d'un ressenti partagé. Et c'est ici que surgit peut-être la question la plus importante. Quel est le prix de cette culture de la prudence? Supposons qu'un jeune haut fonctionnaire soit brillant, travailleur, compétent, innovant. Il veut moderniser son administration, prendre des initiatives, accélérer les procédures, réformer certaines pratiques. Mais autour de lui, les anciens lui soufflent. Petit, doucement. Ici, celui qui dépasse la tête voit le coupe-coupe avant les autres. Alors le jeune responsable ralentit. Il réfléchit, puis il ralentit encore. Et finalement, il choisit de ne rien faire. Parce qu'au moins, on ne lui reprochera rien. Cette situation, si elle existe, poserait une question fondamentale. À long terme, quel type de dirigeant un tel environnement finit-il par produire? Des décideurs? Ou des gestionnaires de risques? Des innovateurs? Ou des spécialistes de l'attente? Des bâtisseurs? Ou des experts du « chef, j'attends vos très hautes instructions ». Encore une fois, cette interrogation relève de l'analyse politique. Elle ne permet pas de conclure que toutes les affaires judiciaires seraient instrumentalisées. Ce serait inexact et contraire à la prudence journalistique. Car certaines condamnations reposent sur des procédures, des enquêtes et des décisions rendues par les juridictions compétentes. Ces décisions existent. Elles doivent être distinguées des débats politiques qui les entourent. En revanche, la question de leur calendrier, de leur impact politique et de leur perception publique demeure un sujet de réflexion largement discuté. Et c'est peut-être là que réside le véritable enjeu. La confiance. Parce qu'une lutte contre la corruption est d'autant plus forte qu'elle est perçue comme impartiale. Lorsqu'elle est considérée comme équitable, elle renforce les institutions. Lorsqu'une partie de l'opinion la perçoit autrement, même sans preuve définitive, elle devient elle-même un objet de débat. Au fond, cette histoire dépasse les individus. Elle pose une question beaucoup plus vaste. Comment concilier une lutte ferme contre la corruption avec la nécessité de préserver un climat où les responsables publics continuent d'oser décider, innover et assumer des responsabilités? À ce jour, cette question reste ouverte. Et c'est peut-être cela, le plus grand paradoxe de toute cette affaire. Car un État a besoin de combattre la corruption. Mais il a tout autant besoin de préserver une administration compétente, confiante et capable de prendre des décisions. Trouver cet équilibre est probablement l'un des défis institutionnels les plus complexes. Et c'est précisément ce qui nous conduit à la dernière partie de cette analyse, où nous allons nous intéresser non plus au dossier, mais à ce que cette séquence révèle du fonctionnement plus profond du système politique lui-même. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Le théâtre du pouvoir et la valse des courtisans. Mesdames et messieurs, il est temps de quitter les noms propres. Parce qu'au fond, les hommes passent. Les institutions restent. Les dirigeants changent. Les habitudes administratives, elles, ont parfois la vie beaucoup plus longue.
Et c'est précisément là que commence notre réflexion. Car lorsqu'on observe cette séquence avec suffisamment de recul, une question apparaît. Et si cette histoire racontait moins le destin de quelques responsables que le fonctionnement d'un système politique fortement personnalisé? Attention, nous parlons ici d'analyse. Pas de certitude. Pas d'un verdict. Encore moins d'une vérité officielle. Simplement d'une grille de lecture proposée par certains observateurs, que chacun est libre de discuter. Au Cameroun, on dit souvent « Quand tu regardes seulement le danseur, tu oublies les tam-tams ». Autrement dit, ne regardons pas seulement les acteurs. Regardons aussi la scène. Regardons les règles du spectacle. Regardons la manière dont fonctionne le théâtre. Car, dans beaucoup de systèmes très centralisés à travers le monde, le pouvoir ressemble parfois à une immense pièce de théâtre. Les acteurs changent de costume. Le décor évolue. Mais le scénario, lui, paraît parfois étonnamment stable. Il y a toujours un premier rôle, des seconds rôles, des figurants, des conseillers, des messagers, et chacun connaît plus ou moins sa place. Le véritable défi consiste alors à rester suffisamment visible pour exister, sans devenir tellement visible que l'on attire toute l'attention. Au Cameroun, certains plaisantent en disant « Il faut marcher près du chef, mais jamais sur son ombre ». Évidemment, c'est une image. Mais comme toutes les images populaires, elle traduit un ressenti. Dans toute organisation fortement hiérarchisée, une question revient toujours. Comment promouvoir des collaborateurs compétents tout en conservant un équilibre politique? Chaque État répond différemment. Chaque système possède sa culture. Chaque administration développe ses propres réflexes. Et c'est ici que la satire commence. Imaginons, uniquement pour sourire un peu, un manuel fictif intitulé Les 12 travaux dus aux responsables très prudents. Chapitre 1er. Ne parle jamais avant ton supérieur. Chapitre 2e. Quand on te félicite. Réponds immédiatement que tout le mérite revient à la hiérarchie. Chapitre 3e. Si ton nom commence à circuler un peu trop dans les conversations, change discrètement de sujet. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un penser que tu pourrais devenir plus important que la fonction que tu occupes. Naturellement, il s'agit d'une caricature. Mais la satire fonctionne justement ainsi. Elle exagère certains traits pour inviter à réfléchir. Puis arrive une autre réalité bien connue des administrations du monde entier. Le pouvoir attire. Mais il expose aussi. Plus on monte, plus on est observé. Plus les responsabilités augmentent. Plus les décisions sont scrutées. Plus la visibilité grandit. Plus les attentes deviennent fortes. Ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. Il existe dans de nombreux pays. Et c'est pourquoi les enquêtes journalistiques, comme celle de Jeune Afrique, alimentent autant de débats. Non parce qu'elles rendent un jugement judiciaire, mais parce qu'elles proposent une lecture politique que chacun confronte ensuite aux faits, aux décisions de justice et aux démentis éventuels. C'est cela, le rôle du débat public. Pas d'imposer une conclusion, mais de poser des questions. Et parfois, les questions dérangent davantage que les réponses. Au Cameroun, il existe un humour très particulier. Quand une situation paraît difficile à expliquer, on préfère souvent en rire. On invente un proverbe. On crée un surnom. On raconte une histoire. Parce que le rire permet parfois de dire ce que le langage officiel ne dit pas. Imaginez une immense plantation de bananiers. Le propriétaire souhaite que tous les arbres poussent bien. Mais il veut aussi que la lumière atteigne chaque rangée. Alors, régulièrement, il taille certaines branches. Cette image ne décrit évidemment pas la réalité d'un gouvernement. Elle illustre simplement une idée discutée par certains analystes. Dans tout système politique, il existe une tension permanente entre le renouvellement des élites, l'exercice de l'autorité et la stabilité du pouvoir. Et cette tension n'est jamais simple à gérer. Conclusion. Arrivé au terme de cette analyse, une distinction essentielle s'impose entre ce que les faits permettent d'établir et ce qui relève de l'interprétation. Les faits sont connus. Plusieurs anciens ou responsables camerounais ont fait l'objet de procédures judiciaires dans le cadre de l'opération Épervier, avec des issues diverses selon les dossiers. Cette opération, lancée dans un contexte où la lutte contre la corruption était fortement encouragée par les partenaires internationaux, demeure un élément majeur de la vie politique camerounaise. L'enquête de Jeune Afrique propose une lecture de ces événements en soulignant certaines récurrences et en s'interrogeant sur leurs implications politiques. Cette lecture alimente le débat public, mais elle ne remplace ni les décisions des juridictions compétentes ni le travail des historiens. Les questions restent nombreuses. Comment renforcer la lutte contre la corruption tout en consolidant la confiance dans les institutions?
Comment garantir que les procédures soient perçues comme impartiales? Comment préserver une administration capable de prendre des initiatives tout en assurant le respect des règles? Ce sont des interrogations qui dépassent les personnes et concernent le fonctionnement des institutions. Au fond, c'est peut-être là la véritable leçon de cette histoire. Les institutions les plus solides sont souvent celles qui inspirent confiance non seulement par leurs décisions, mais aussi par leur prévisibilité, leur transparence et leur capacité à convaincre les citoyens que les mêmes règles s'appliquent à tous. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette séquence? Pensez-vous que les grandes opérations anticorruption renforcent durablement les institutions lorsqu'elles sont perçues comme indépendantes et équitables? Partagez votre point de vue avec respect dans les commentaires. Et si vous appréciez ce type de décryptage qui distingue les faits, les analyses et les zones d'incertitude, n'oubliez pas de vous abonner à Kamé News, d'activer la cloche de notification et de rejoindre notre communauté pour les prochains dossiers consacrés à l'actualité politique camerounaise.